Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur la chaîne La Caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vais vous présenter les modifications des nouvelles règles 1.4.3 publiées par AMG ce vendredi 20 mai 2022. Ces modifications ont été prises en compte dans le guide de référence version française de Radrogor que vous voyez ici à l'écran. Nous allons donc le parcourir et regarder un petit peu les différences, les modifications qui ont été effectuées. Elles sont en rouge dans ce document. Donc allons-y, repérons les différences en rouge. L'introduction, je passe, et cherchons les textes rouges. Ici, au mot-clé attaque, ajout d'une ligne, lors d'une attaque principale à portée 0, un dé d'attaque ne peut pas être modifié, excepté par le défenseur. Autrement dit, l'attaquant ne peut plus modifier ses dés d'attaque, y compris en utilisant un jeton de force. Je poursuis. Ici, à chevaucher, les textes ont été remplacés par les icônes concentration et calcul, mais les textes étaient déjà présents, je crois, donc ça n'a pas d'incidence. Poursuivons. Beaucoup de rouge à l'entrée ionique. Donc, grosse modification, même sans doute la plus grosse modification de ce document, qui concerne les vaisseaux ionisés. Donc, vous le savez, un vaisseau est ionisé s'il a 1, 2 ou 3 jetons ou plus ioniques, selon sa taille initiale. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la suite. Avec un vaisseau ionisé, vous préparez tout de même une manœuvre classique sur votre cadran de manœuvre. Et quand c'est à votre tour de vous activer, vous retournez ce cadran comme d'habitude. Mais si vous devez faire une manœuvre ionique, et auparavant, vous ne pouviez faire qu'une manœuvre tout droit 1 bleu. Maintenant, vous allez pouvoir faire aussi une manœuvre virage léger sur l'aile à gauche ou virage léger sur l'aile à droite. La décision de ce virage ou du tout droit dépendra de ce que vous avez mis sur votre cadran de manœuvre au préalable. C'est-à-dire que si vous aviez mis une manœuvre plutôt vers la gauche, vous allez faire la manœuvre ionique vers la gauche. Si vous aviez fait une manœuvre plutôt à droite, vous faites la manœuvre ionique 1 à droite. Si vous aviez fait un tout droit, vous faites un tout droit ionique. Et si vous aviez fait un vol stationnaire, vous faites également un tout droit ionique. Donc ça rend la tâche un petit peu plus difficile pour votre adversaire, puisque jusqu'à présent, il savait que vous feriez forcément un tout droit après être ionisé. Maintenant, vous pourrez choisir de faire plutôt un virage léger à gauche ou plutôt un virage léger à droite, en plus du tout droit. Donc cela complique un petit peu la vie de l'adversaire et permettra peut-être de vous sauver d'une situation embarrassante. L'autre point que je devine également, c'est que comme vous avez révélé votre cadran de manœuvre, même si ensuite vous faites une manœuvre ionique, les cartes et les effets qui agissent lorsque vous révélez votre écran de manœuvre pourront se mettre en place, je pense. Et donc vous allez pouvoir bénéficier peut-être de leurs effets. Dernier point, si un vaisseau était ionisé en phase de préparation mais qu'il ne l'est plus au moment de son activation, il agit normalement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser son cadran de manœuvre normal, paramétré au préalable. Donc je poursuis. Ici, au niveau des manœuvres, des marqueurs, pas de changement. Mise en place non plus. Obstacle, une nouvelle phrase. Avant qu'un vaisseau ne bouge, s'il chevauche un obstacle, il ne subit pas les effets du déplacement à travers cet obstacle. En effet, auparavant, on pouvait être dans un cas où on se retrouve sur un obstacle, on a les malus de cet obstacle, et au tour suivant, quand on repart, on repasse par-dessus l'obstacle, et donc on resubissait à nouveau les malus de l'obstacle. Donc ça, a priori, c'est terminé. Si au tour précédent, le vaisseau chevauche l'obstacle, au tour suivant, quand il se déplace et qu'il retraverse cet obstacle, il n'aura plus de malus. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça faisait quand même beaucoup pour un obstacle de se prendre les malus en arrivant dessus, puis ensuite en repartant si jamais c'était un gros obstacle. Je poursuis. Les phases, pas de changement. Point de mission. Point de mission, il y a toute une partie qui a été enlevée, celle qui indiquait qu'au niveau des points, on gagnait la moitié
des points des vaisseaux ou l'intégralité des points. En fait, maintenant, ça se repose sur les scénarios. Donc, c'est indiqué que les points de mission gagnés dépendent du scénario et qu'il faut lire chaque règle du scénario. Sinon, c'est le même principe. Au début du jeu, le joueur gagne les points de mission, des points de mission égaux au déficit de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire a un escadron de moins de 25 points, vous récupérez la différence entre 25 et ses points. Donc, par exemple, s'il est à 23, vous récupérez d'entrée 2 points de mission. Donc là, c'est sans doute parce qu'on s'oriente vraiment vers l'obligation de passer par les scénarios, mais bien sûr, vous êtes libre de ne pas les utiliser. Mais voilà, donc pour le comptage des points, ils ont enlevé la partie hors scénario qui disait prenez la moitié des points des vaisseaux, etc. Mais vous pouvez continuer bien sûr à faire de cette façon si vous ne jouez pas les scénarios. Je poursuis. Portée d'attaque. Lors de l'attaque d'un vaisseau à portée 0, la portée d'attaque est toujours de 0. Donc cette phrase signifie que lorsque vous êtes au contact d'un vaisseau ennemi, c'est-à-dire à portée 0, et que vous l'attaquez, vous êtes toujours à portée 0. Ça veut dire que par exemple, si votre vaisseau touche le vaisseau ennemi dans un certain angle et qu'en fait votre arc de tir et la portée à partir de votre arc de tir est plutôt de 1, il faut considérer qu'elle est quand même de 0, quoi qu'il arrive. Ça évite les petits malins qui se mettaient dans un angle particulier du vaisseau ennemi et qui pouvaient considérer que la portée du vaisseau était de 1 dans leur arc. Par exemple, un petit contre un grand vaisseau. Donc ça, a priori, non. Quand vous touchez un vaisseau, vous êtes à portée 0 et donc l'attaque est à portée 0, quelle que soit la situation. Poursuivons. Alors ici, pas de modification. Ici, stress, taille des vaisseaux, ça ne change pas. Les tonneaux, le verrouillage, ça ne change pas. Les virages, ça ne change pas. Donc nous avons fini le tour des modifications du glossaire, mais poursuivons le document concernant notamment les obstacles et les errata. Ici les annexes, les bombes, les mines, pas de changement. Ici un changement sur les bombes incendiaires, donc les Blazer Bombs. Suite à la sortie du Gauntlet, il y a eu une version française plus précise. Et donc ici j'ai mis à jour le document avec donc les bombes incendiaires et les brasiers. Donc on nous explique comment on déploie la bombe incendiaire qui explose, qui crée un brasier, qui va disparaître ensuite et qui en attendant devient un obstacle. Les autres obstacles, pas de modification non plus. Les engins distants non plus. Les commandos, c'était déjà traduit, c'est OK. Déplacement d'engins, ça n'a pas changé. Concernant les errata des cartes de vaisseau, cela concerne d'abord le TIE Striker avec ses différents pilotes. La capacité du vaisseau devrait dire aileron adaptable. Avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous devez effectuer une accélération ou boost. Donc en fait, ils ont changé simplement le terme de manœuvre, virage léger, gauche-droite, tout droit par accélération. Je pense que cette modification n'est pas anodine, puisque auparavant, il fallait effectuer une manœuvre, un déplacement, qui risquait donc de bumper contre un vaisseau. Maintenant, un boost, une accélération, c'est une action. Et une action, ça peut échouer, justement, si on rencontre un autre vaisseau. Donc du coup, j'ai l'impression que ce changement protège les strikers de faire des bumps involontaires, puisque maintenant, c'est une action, et donc que l'action peut échouer. Donc c'est plutôt intéressant finalement ce changement de dénomination. Ensuite, nous avons des modifications sur le TIE Reaper. Donc ici, pour viser deux modifications, puisqu'il y a sa capacité de pilote et ensuite celle du vaisseau qui ont changé. Donc la capacité du pilote devrait dire, après vous être déplacé en utilisant votre capacité aileron contrôlé. Donc les ailerons adaptables sont devenus contrôlés, sans doute pour ne pas faire la confusion avec le striker. Donc vous pouvez effectuer une action coordination. Dans ce cas, vous sautez votre étape, effectuer une action. Ok, je crois que le reste n'a pas changé. Et la capacité du vaisseau devrait dire aileron contrôlé. Avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez effectuer une accélération. Donc là, ils ont remplacé également la manœuvre par le terme accélération. Et surtout, maintenant, c'est vous pouvez effectuer, non plus vous devez effectuer, comme pour le Striker. Donc le Reaper, qui est plus gros, sera plus facile finalement à piloter, puisqu'on ne sera pas obligé systématiquement de faire l'accélération avant de révéler son cadran. Passons à Astromech BB et à BB8. Devrait dire, pendant la phase système, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action tonneau. Déplacement du timing de l'effet en phase système. Donc en effet, pour ces deux astromechs,
Maintenant, cette action peut se faire, enfin doit se faire si elle se fait en phase système et non plus comme auparavant dans la phase classique à l'activation. Donc ça change le timing. Ça peut surprendre l'adversaire puisque maintenant le tonneau se fait directement en phase système bien avant le déplacement des autres vaisseaux. Passons à cybernétique de contrebande. Devrait inclure la ligne, la charge de cette carte ne peut pas être rechargée. Ajout d'une restriction sur les charges récurrentes. Donc ici, on impose le fait que cette carte ne peut pas être rechargée. Donc carte utilisable une seule fois dans toute la partie. Ce qui ne l'empêche pas d'être pas mal, puisque moi, elle m'a déjà sauvé d'une partie. Donc l'utilisation est unique, mais si vous la faites au bon moment, elle peut être tout à fait intéressante. Enfin, le dernier erratum concerne Ursa Vren. Devrait dire, vous pouvez maintenir jusqu'à 2 verrouillages. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent. Après qu'un vaisseau, alors allié sur les cartes françaises, mais en réalité amical, à portée 0,3 a été verrouillé par un vaisseau ennemi, vous pouvez effectuer une action verrouillage. Donc là, c'est grosso modo la même chose que le texte original. Ils ont un petit peu restructuré, puisque normalement, c'est après qu'un vaisseau, enfin, dans l'ancienne version, c'était après qu'un vaisseau allié à portée 0,3 a été verrouillé, vous pouvez verrouiller un vaisseau ennemi. Donc, ils ont un petit peu inversé le texte sur l'ennemi et ajouté le verrouillage, mais je pense que le fonctionnement reste le même. Et nous en avons fini pour les modifications de ce guide de référence 1.4.3. Puisque au niveau des facs, il n'y a pas eu de changement, et surtout au niveau des vaisseaux immenses, toujours pas de changement, c'est-à-dire que depuis la sortie des règles 2.5 au mois de mars, les règles des vaisseaux immenses n'ont pas été mises à jour, donc ne sont plus compatibles avec les nouvelles règles publiées par AMG en mars dernier. J'espère qu'ils s'y mettront un jour. En tout cas, c'est pour ça notamment que je n'ai pas de vaisseau immense, puisque de toute façon, ils ne sont pas utilisables en l'état avec les nouvelles règles. Donc nous en avons fini avec la lecture de ce document et nous allons passer plus rapidement au scénario puisque là aussi nous avons un certain nombre de modifications. Parlons maintenant du document des scénarios qui a également été mis à jour ce vendredi 20 mai par AMG, donc version 1.4.3. Enfin les scénarios n'ont pas vraiment de version, c'est plutôt la version 06 2022, donc juin 2022. Donc là aussi, le document de Radrogor a été mis à jour en français et nous allons parcourir donc les modifications signifiées en rouge comme dans le guide de référence. Alors tout d'abord, sachez qu'il n'y a eu que quelques modifications sur les 4 scénarios qui existaient déjà depuis mars. Il n'y a malheureusement pas de nouveaux scénarios. C'est un petit peu dommage. J'espère que AMG va travailler pour créer de nouveaux scénarios. Donc premier scénario, assaut sur le réseau de satellites. Vous voyez en rouge deux petites choses qui ont quand même leur importance, enfin surtout la deuxième. Première ligne, au début du jeu, chaque joueur gagne des points de mission égaux au déficit de leur adversaire. Ça, je pense que c'était déjà le cas avant, mais ça, comme le guide de référence a été modifié au niveau de la gestion des points, c'est bien expliqué maintenant dans le scénario. Et par contre, la petite phrase qui change un petit peu les choses, c'est à partir du deuxième round, au début de la phase de dénouement, chaque joueur gagne un point. Donc ça veut dire que maintenant, et ce sera pareil d'ailleurs pour les autres scénarios, on ne gagne des points qu'à partir du deuxième round. Donc ça sert à rien, enfin ça sert à rien. En tout cas, c'est pas utile au premier round de foncer sur l'objectif pour essayer de gagner des points, ça ne suffira pas, puisque c'est uniquement à partir du deuxième round qu'on va gagner des points. Donc ça évite sans doute le rush sur les objectifs dès le premier tour. A priori, le reste n'a pas changé. Donc je passe au deuxième scénario, une chance d'engagement. Alors ici, un petit peu plus de rouge, donc on retrouve la première phrase qui indique qu'on gagne des points de mission en fonction du déficit en points de l'adversaire. Également que les points ne se comptent qu'à partir du deuxième round. Et là, ça a été un petit peu changé au niveau des satellites, puisque maintenant, on parle de contester le satellite et pas d'en prendre le contrôle. Donc un joueur conteste le satellite s'il a un ou plusieurs vaisseaux à portée 0,2 du satellite. Si seulement un joueur conteste le satellite, ce joueur gagne un point de mission supplémentaire. Autrement dit, ça veut dire que si les deux équipes ont des vaisseaux à proximité du satellite, elles vont toutes les deux gagner des points. Avant, c'était celui qui avait le plus de vaisseaux, je crois. Par contre, si le joueur est seul à contester le satellite, il aura un point supplémentaire. Passons au troisième scénario, mission de sauvetage. Toujours pareil, là aussi, chaque joueur gagne des points de mission égaux au déficit de l'adversaire et les points ne se comptent qu'à partir du deuxième round.
Au niveau des caches de ravitaillement, les vaisseaux peuvent utiliser l'action de scénario pour interagir avec ces entités de scénario à partir du deuxième round. Alors ça, c'est un changement également, c'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer les caches de ravitaillement dès le premier round. Ensuite, remorquage, s'il n'y a pas de cache de ravitaillement apportée, l'action échoue. Après qu'un vaisseau effectue une action de remorquage, il retourne tous les jetons d'occultation qu'il possède. Alors ça, je suppose c'est qu'il y a des petits malins qui sont venus avec des vaisseaux occultés pour récupérer les caches et pouvoir se sauver avec plus facilement. Donc maintenant, si le vaisseau est occulté, quand il se met en place le remorquage, il perd son occultation immédiatement. Page suivante, encore pas mal de rouge. Donc vous voyez que c'est le scénario qui a été le plus modifié finalement. Donc lorsqu'un vaisseau remorque une cage de ravitaillement, il ne peut pas effectuer d'action tonneau ou accélération ou occultation ou MASL ou gagner des jetons d'occultation d'une autre façon. Donc là on limite un peu plus. Avant je crois que c'était écrit on ne pouvait pas faire d'action, enfin de manœuvre avancée. Là il s'agit de ne pas faire ces actions-là, mais on ne parle plus de manœuvre avancée. Donc est-ce qu'on peut faire des demi-tours du coup? C'est pas précisé, donc je suppose que oui. Les deux dernières phrases également ont été ajoutées. Lorsqu'un vaisseau qui remorque une cage de ravitaillement est placé en réserve, la cache est larguée depuis la position du vaisseau avant celui-ci soit placé sur sa carte de vaisseau. Et lorsqu'un vaisseau qui remorque une cage de ravitaillement fuit le champ de bataille, la cache est larguée depuis la position avant que le vaisseau n'exécute sa manœuvre. Oui, donc là c'est tout à fait logique. Si un vaisseau fuit le champ de bataille ou s'il est mis en réserve, la cage de ravitaillement, elle, ne part pas avec lui, bien sûr, et reste sur le champ de bataille. C'est assez évident, mais il fallait le préciser. Peut-être que des joueurs, du coup, tentaient de se mettre en réserve avec la cache. Pourquoi pas? Donc c'est interdit, évidemment. Enfin, dernier scénario, brouiller les transmissions. Alors ici, la grosse modification, c'est qu'on passe de 5, je crois, satellites à 3 seulement. Donc on met en place uniquement 3 satellites, dont un au milieu. Donc ça simplifie peut-être un peu la mise en place, parce que sinon c'était peut-être assez complexe. En tout cas, c'est long à mettre en place. Sinon, là également, on gagne des points de mission en fonction du déficit de l'adversaire. Et puis, c'est uniquement à partir du deuxième round qu'on gagne des points de mission supplémentaires. Au niveau des satellites, ah oui, là, gros changement. Un satellite est une entité qui ne peut avoir qu'un seul marqueur de jour à la fois. Les vaisseaux utilisent l'action de scénario pour interagir avec ces entités de scénario à partir du deuxième round. Donc là également, effectivement, on ne peut prendre les satellites qu'à partir du deuxième round. Mais le gros changement, c'est au niveau du brouillage. Euh, Dans la version précédente, il fallait lancer un dé pour réussir ou rater le brouillage s'il y avait déjà un joueur, ou peut-être même s'il n'y avait pas de joueur dessus, je ne sais plus. En tout cas, là, maintenant c'est simple. S'il y a déjà un autre joueur, vous enlevez son marqueur et vous mettez le vôtre. Il n'y a plus de hasard lié au dé. Donc c'est plus simple, effectivement, de récupérer un satellite d'un autre joueur. Et je crois que c'est terminé pour le document. Oui, il n'y a pas de page supplémentaire. Donc voilà pour les modifications des scénarios. Donc vous voyez, il y a eu des petits ajustements, je pense, liés aux utilisateurs et au retour peut-être des tournois. Rien d'exceptionnel, mais quand même, gestion des points seulement au deuxième round en général. Euh, Simplification au niveau de brouiller les transmissions pour récupérer le satellite. Et puis au niveau des ravitaillements également, quelques petites modifications intéressantes, notamment pour indiquer les actions interdites lorsqu'on remorque une cache et également le fait qu'on se désocculte dès l'instant où on fait l'action de récupérer une cache. Voilà pour les scénarios et nous allons passer à la troisième partie qui sont les cartes bannies du jeu en mode standard. Parlons maintenant de la nouvelle liste des cartes bannies en mode standard du jeu. Donc je vous rappelle qu'en mode standard, vous avez accès à moins de vaisseaux et donc moins de cartes puisque certaines sont bannies, mais vous pouvez toujours jouer en mode étendu avec tous les vaisseaux et toutes les cartes. C'est mon mode préféré. Je préfère pouvoir utiliser tous mes vaisseaux et pas être limité dans mes choix. Donc revenons à cette nouvelle liste de cartes bannies, donc interdites en mode standard. Vous avez ici en gris les nouvelles cartes interdites. Donc on a l'amiral Sloan, les autoblasters, qui pouvaient être terribles, terribles quand on se les prenait, le commandant Pyre, l'amélioration de la coque, qui permettait d'avoir un point de coque supplémentaire, les astromechs R2 et R5, Sabine Wayne, et enfin le simulateur de trajectoire. J'en ai terminé avec la liste des cartes bannies à partir du 15 juin en mode standard, donc dans X-Wing 10.2.5 et version 1.4.3. Et j'en ai terminé globalement pour la présentation des nouveautés donc de cette version 1.4.3.
La dernière chose très importante qui concerne ces nouveautés 1.4.3, ce sont des nouveaux documents PDF avec des nouveaux points, des nouveaux coûts pour les pilotes et des nouveaux points de chargement, des nouveaux coûts pour les améliorations. Donc là, je ne vais pas détailler dans la vidéo puisque ce sont plein de changements de chiffres, hein, finalement. Tel pilote passe de 3 à 2, telle amélioration de 4 à 3 et ainsi de suite. Donc ce serait un peu lourd à tout détailler. Donc je vous invite à regarder ces PDF et sans doute que les applications web ou mobiles qui permettent de créer vos listes, comme Fab Builders ou Launchpad Next, je pense que ces applications vont être très vite mises à jour, donc vous aurez directement accès à ces nouveaux ces nouveaux calculs de points lors de la création de vos escadrons. Donc ne soyez pas surpris s'il y a quelques changements à faire, si vous avez des escadrons qui coûtent maintenant plus cher ou moins cher qu'auparavant. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation donc des nouvelles versions 1.4.3 des règles de X-Wing qu'on appelle maintenant 2.5, donc d'AMG. J'espère que vous aurez appris un maximum de choses. Si vous avez des commentaires à faire, des remarques à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.